Monsieur le député européen, cher François-Xavier Bellamy, mes chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui pour entendre notre collègue député européen français, François-Xavier Bellamy, qui est l'un des rapporteurs avec Raphaël Glucksmann, qui n'a pu être présent à ses côtés ce matin, mais je le précise, avait été invité, de la proposition de règlement établissant un programme pour l'industrie européenne de la défense. Cette proposition de règlement a fortement mobilisé le Sénat, qui a adopté un avis motivé contestant la conformité de certaines dispositions du texte au principe de subsidiarité, puis une proposition de résolution européenne par laquelle il affirmait certaines positions fortes, notamment concernant l'autorité de conception des produits de défense et le taux de composants européens minimal requis pour que l'on puisse considérer un produit comme étant européen. Le débat n'est pas simple compte tenu des disparités de base industrielle et technologique de défense entre les États membres, mais aussi de la différence de perception du lien transatlantique. Je reviens de Tallinn et de Varsovie, où nous avons pu mesurer l'attachement très vif à l'OTAN et à la présence de troupes américaines. La position du Parlement européen, sur laquelle notre collègue Pascal Allizard reviendra plus en détail, est bien plus proche des attentes exprimées par le Sénat que le texte initial. Nous savons que nous le devons largement au travail de conviction que vous avez mené avec Raphaël Glucksmann. Ce travail a d'ailleurs été salué hier midi devant notre commission par le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Elle est également plus ambitieuse que le texte adopté par le seul Conseil sur le programme SAFE, qui donne lieu désormais à une confrontation interinstitutionnelle, la présidente Metsola ayant décidé de saisir la Cour de justice de l'Union pour contester le recours à l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ces conditions, alors que vont s'ouvrir les trilogues sur le texte EDIP, pourriez-vous nous faire part de vos principaux points de vigilance, en particulier concernant la notion de préférence européenne et le taux de composants extra-européens, l'autorité de conception, la vigilance sur les sous-traités et les financements, puisque vous avez formulé des propositions très ambitieuses en ce domaine. La position adoptée par le Parlement européen le 24 avril dernier sur EDIP préconise en effet d'augmenter le budget associé à ce programme pour le porter à 21,5 milliards d'euros en comptant sur les contributions supplémentaires des États membres. Vous proposez d'utiliser une partie des prêts SAFE pour financer ces 20 milliards d'euros supplémentaires. Pourriez-vous nous préciser comment permettre concrètement cet abondement alors que les critères d'éligibilité entre ces programmes pourraient ne pas être identiques? Juridiquement, est-il certain que ce transfert des prêts SAFE vers EDIP soit possible? Par ailleurs, dans la position adoptée par le Conseil, une dérogation aux exigences de la clause de préférence européenne pourrait s'appliquer à la production de munitions et de missiles, compte tenu de la situation politique et de la nécessité cruciale d'une production rapide et à grande échelle. Approuvez-vous cette disposition? Sur ces produits spécifiques, quel équilibre faut-il, selon vous, trouver entre préférence européenne et urgence de réarmement? Comment conjuguer l'urgence de faire face à une menace russe à relativement court terme et renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne sur le long terme? C'est un débat que nous avons souvent ici au sein de la Commission. Cela m'amène à vous interroger, au-delà du texte EDIP, sur le paquet omnibus de simplification en matière d'industrie de défense et sur les enjeux du cadre financier pluriannuel, bien sûr. S'agissant de l'omnibus, nous comprenons que la présidence danoise souhaite avancer rapidement au Conseil. Comment le Parlement européen va-t-il s'organiser sur ce paquet et qu'en attendez-vous? Enfin, avant de passer la parole à Pascal Allizard, quelle position défendez-vous dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel? Que pensez-vous de l'hypothèse d'intégration des investissements de défense dans un fonds unique de compétitivité sur laquelle travaille la Commission européenne? Quelle appréciation portez-vous par ailleurs concernant la possibilité de réorienter dès la révision à mi-parcours une partie des fonds de la politique de cohésion vers le soutien à l'industrie de défense? Et je passe la parole à Pascal. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, cher Jean-François, Monsieur le député européen, cher François-Xavier Bellamy, mes chers collègues. Nous sommes donc heureux d'accueillir ce matin pour cette audition conjointe François-Xavier Bellamy, qui a suivi, le Président Rapin l'a rapporté comme co-rapporteur au Parlement européen, le programme EDIP. Je voudrais tout d'abord excuser notre président de commission
que j'ai eu il y a quelques minutes au téléphone Cédric Perrin, qui regrette vivement de ne pas être avec nous ce matin, mais qui bien évidemment prendra connaissance de nos échanges et m'a demandé de vous saluer et de vous remercier. Le 3 mars dernier, la présidente de la Commission européenne annonçait un grand plan à hauteur de 800 milliards d'euros en faveur du réarmement de l'Europe pour contrer la menace constituée par la Russie. Cette initiative tout d'abord surpris tant par son ampleur que par le fait qu'elle désignait clairement notre adversaire. Est-ce que les Européens avaient enfin pris la mesure de la menace que représentait la Russie sur notre front Est? Est-ce que nous étions prêts à mettre un terme à plus de 30 années de désarmement unilatéral? Est-ce que l'Europe était décidée à prendre en main son destin qu'elle avait confié aux présidents des États-Unis successifs depuis près de 30 ans? La réponse à ces questions, en fait, est venue en 3 temps et elle n'est pas, de notre point de vue en tout cas, pleinement satisfaisante. Sur les moyens mobilisés, tout d'abord, l'essentiel des 800 milliards évoqués est représenté par une marge de manœuvre nouvelle accordée aux États membres pour s'endetter davantage, tandis que 150 milliards d'euros sont mobilisés au niveau européen sous forme de prêts long terme pour acheter de façon conjointe des équipements militaires. Sur la portée de la menace russe, ensuite, il n'a pas fallu un mois pour que le plan Rearm Europe soit rebaptisé Préparation 2030, notamment à la demande de l'Espagne et de l'Italie, qui considéraient la première appellation comme trop anxiogène. Ce changement sémantique est tout sauf anecdotique, puisque l'Italie continue à entretenir un discours ambigu à l'égard de la Russie et que l'Espagne a clairement affirmé son refus d'augmenter ses dépenses d'armement. Non seulement la nouvelle appellation n'indique plus à quoi il faut se préparer, mais l'échéance de 2030 ne correspond pas non plus à la réalité de la menace qui pourrait se concrétiser plus tôt. Sur la volonté enfin des Européens de reprendre leur destin en main, la plupart des États membres ont plaidé pour conserver une relation industrielle étroite avec les États-Unis au détriment de la constitution d'une véritable autonomie stratégique européenne. Le sommet de l'OTAN à La Haye est venu nous rappeler que nous sommes très loin de pouvoir assurer la défense de l'Europe de manière indépendante. Le 23 juin, le Conseil a par ailleurs adopté son mandat en vue des négociations avec le Parlement européen sur le programme EDIP. Le Conseil a notamment convenu que le coût de l'ensemble des composants étrangers ne devrait pas dépasser 35% du coût estimé des composants du produit final. Il a fait par ailleurs de l'exigence relative à l'autorité de conception la règle par défaut, tout en prévoyant des exceptions pour les munitions et les missiles. Les négociations en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission viennent de débuter. Pourriez-vous nous préciser les positions que vous entendez défendre dans ce cadre? En particulier, entendez-vous revenir sur la position initiale du Parlement, un peu plus ambitieuse, qui fixait à 70% le seuil minimum de composants européens? Les travaux que mène notre Commission sur la base industrielle et technologique de défense européenne, j'étais la semaine dernière à Berlin et Munich avec ma collègue Hélène Conway-Mouret. La mission sera la semaine prochaine à Varsovie et à Tallinn. Nous nous suivons d'une certaine façon et c'est rassurant. Cette mission, en tout cas, et ces auditions nous rappellent d'une part que notre principal partenaire d'outre-Rhin va consacrer des moyens considérables dans les années à venir pour se réarmer, de l'ordre de 153 milliards d'euros à l'horizon 2029, qui bénéficieront à son industrie de défense, qui reste extrêmement puissante. Et d'autre part, les coopérations sur les grands projets décidés par les responsables politiques ne disposent pas d'un soutien sans faille de la part des industriels des deux pays. Nous devons donc nous interroger à la fois sur ce que nous pouvons faire ensemble et sur le sens que nous entendons donner à l'indépendance de l'Europe. La semaine dernière, nous avons auditionné le président d'Assaut Aviation, M. Éric Trappier, qui nous a dit que face à la tentation de transformer les industriels européens en sous-traitants de l'industrie américaine, il fallait, je le cite, que l'argent européen aille à l'industrie européenne. Il faut en faire une règle. Compte tenu de ce que vous voyez à Bruxelles, monsieur le député, est-ce que cela vous semble possible et surtout réaliste?
Alors que nous pensions, en février-mars, que nos partenaires européens avaient compris qu'ils ne pouvaient plus compter de manière aveugle sur la protection des États-Unis, nous avons constaté au fil des jours que la perspective de ne plus pouvoir compter sur le parapluie américain avait au contraire accru un réflexe de soumission et l'acceptation d'une dépendance industrielle et technologique. Comment, dans ces conditions, voyez-vous évoluer le programme initié par la présidente de la Commission? Quel regard portez-vous sur les intentions du nouveau gouvernement allemand en matière de réarmement et sur son influence à la fois au sein du PPE et au sein des institutions européennes, compte tenu du poids des députés de la CDU en son sein? Enfin, et alors que l'Italie et l'Espagne, je l'ai dit tout à l'heure, se tiennent un petit peu en marge du débat sur le réarmement de l'Europe, comment voyez-vous les partenariats que la France pourrait approfondir d'une part avec la Pologne, qui, elle, poursuit son partenariat industriel avec la Corée du Sud, et d'autre part avec le Royaume-Uni, qui s'est rapproché de l'Union européenne sur les questions de défense ces derniers mois. À l'issue de votre propos liminaire, nous donnerons la parole à nos collègues des deux commissions, et je précise que cette audition est captée et diffusée sur le site du Sénat. Monsieur le député européen, je vous laisse la parole. J'ajoute simplement aussi qu'on a des commissaires des deux commissions qui sont actuellement sur un sujet qui peut vous intéresser, monsieur le député européen, c'est la question de la nouvelle donne du commerce international. Et à trois commissions, donc la commission des affaires étrangères, la commission des affaires européennes et la commission des affaires économiques, trois présidents se sont accordés pour mener une mission et un travail sur la nouvelle donne et les propositions que la France pourrait porter au sein de l'Union. Monsieur le Président, cher Jean-François, Monsieur le Vice-président, cher Pascal, je pense évidemment, nous pensons tous au Président Perrin ce matin. Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord merci infiniment pour le grand honneur que vous me faites de me recevoir et pour l'attention que vous portez depuis longtemps à cette question déterminante. Comme rapporteur pour EDIP, je ne peux que vous assurer que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux du Sénat sur cette question et les avertissements qu'il lançait, à juste titre. Et je crois que c'est très important que nous puissions engager nos collègues des parlements nationaux. Et pour ce qui nous concerne, pour nous, Français, c'est une chance que le Sénat s'implique dans cette discussion qui est déterminante pour l'avenir de notre continent. Déterminante, vous l'avez souligné tous deux dans votre propos liminaire, pour la manière dont l'Europe se conçoit aujourd'hui dans le monde et dont elle conçoit sa responsabilité sur le sujet le plus fondamental qui soit dans la politique, qui consiste à défendre la sécurité et la paix, qui sont l'héritage que nos aînés nous ont légué par leur engagement. On doit aujourd'hui, et je crois que nous l'avons tous en partage, mesurer la responsabilité qui est la nôtre comme décideurs politiques aujourd'hui pour garantir que cette paix ne soit pas retirée à nos générations et à celles qui les suivront. Or, nous le voyons bien, l'Europe est dans une situation d'immense vulnérabilité parce que, comme vous l'avez évoqué, depuis longtemps maintenant, elle a choisi d'une certaine manière de faire le pari d'une forme de dépendance à l'égard de celui qui n'était plus seulement un allié, mais d'une certaine manière un suzerain. Les États-Unis assuraient la défense du continent européen et les Européens payaient en quelque sorte le tribut qu'ils devaient pour cela, qui consistait à s'équiper de manière quasiment exclusive, en tous les cas très majoritaire, dans l'industrie de défense américaine. L'an dernier, c'est le point de départ de notre discussion, l'an dernier, statistique que vous connaissez tous bien sûr, les Européens ont importé pour leurs importations plus de 79% de leurs armements hors d'Europe, dont 63% aux États-Unis. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à renverser cette tendance. C'est le but, c'est le principe, c'est l'objectif même du programme EDIP. Et je voudrais commencer, pour répondre à la question que vous évoquiez, Monsieur le Président Rapin, vous avez évoqué beaucoup de questions, j'espère ne pas en manquer certaines. Je voudrais commencer par revenir sur cet enjeu de temporalité. Il y a bien sûr une urgence, et Monsieur le Vice-président Alizard le disait, il y a une urgence parce que la menace est là. La menace, c'est celle de la Russie qui a attaqué l'Ukraine et en attaquant l'Ukraine, montré son hostilité en réalité en direction de l'Europe.
je me permets d'ajouter que la menace n'est pas seulement la Russie et que si peut-être l'Europe occidentale a manqué de lucidité sur la réalité de l'hostilité russe, il ne faudrait pas que l'Europe dans son ensemble oublie que la menace, elle est aussi celle du terrorisme qui a frappé nos pays, du terrorisme islamiste, celle de ces attaques hybrides qui peuvent venir y compris parfois de pays qui se présentent sous d'autres rapports comme des alliés. La Grèce, Chypre pourraient témoigner de la trajectoire de conflictualité que la Turquie représente aujourd'hui pour leur pays, et la France a été directement impliquée au cours des années passées dans des situations de tension militaire qui montrent que la menace n'est pas unilatérale. Nos forces armées françaises pourraient témoigner du fait que sur le continent africain, elles ont dû affronter, bien sûr, de manière directe ou indirecte, des puissances étrangères hostiles. Je pense aussi à la situation dans nos territoires ultramarins. La menace est hybride, elle est plurielle, et donc elle impose que nous sortions de cette vulnérabilité et que nous en sortions dans l'urgence. Il y a une dimension d'urgence. Et dans cette dimension d'urgence, il est absolument certain que le changement de cap européen ne peut pas se faire d'un claquement de doigts et du jour au lendemain. C'est une certitude que dans l'immédiat, les Européens continueront d'avoir besoin d'importer d'en dehors de l'Europe une partie au moins de leurs équipements, de leurs armements. Et cette urgence-là, nous ne pouvons que la reconnaître. Et nous devons la reconnaître, nous aussi, Français, qui avons fait depuis longtemps, depuis le général de Gaulle, le choix d'une forme d'autonomie stratégique. Quand bien même nous serions peut-être plus équipés pour faire face à cette nouvelle donne internationale, le fait est que nous sommes, nous aussi, sur certains segments de la production industrielle lacunaires et que nous avons, nous aussi, besoin de recourir à des importations. Donc, n'entretenons pas de mythes qui soient peut-être trop excessifs et qui fausseraient le débat, mais encore une fois, regardons les choses avec lucidité. Il y a une urgence et l'objection qui nous est souvent faite par nos partenaires européens quand nous leur proposons de nous engager dans une trajectoire de production européenne, il faut aujourd'hui, nous disent beaucoup de nos interlocuteurs, il faut aujourd'hui faire avec les moyens disponibles pour renforcer nos États face à une menace qui peut se présenter dans un temps relativement court. Mais ça, cette urgence, elle est déjà très largement couverte. Elle est couverte par des programmes comme ASAP, comme EDIRPA, qui avaient justement pour but de combler les trous capacitaires avec une forme d'urgence et en faisant feu de tout bois, j'allais dire, en recourant, si c'était nécessaire, à des importations. L'urgence, elle sera aussi, n'en doutons pas, couverte par les investissements massifs que feront les États membres eux-mêmes. Et vous avez rappelé à quel point aujourd'hui l'effort européen, collectivement, il sera essentiellement constitué de la dépense nationale, la dépense des États membres. L'instrument de flexibilité qui représente pour autour de 650 milliards d'euros, qui est le principal pilier de ce plan, ReArmEU ou EU Preparedness, comme on voudra. Dans tous les cas, cet instrument de flexibilité, c'est une dépense nationale qui n'est assortie d'aucune condition d'usage et qui va donc nécessairement conduire beaucoup d'États européens à acheter là où ils pourront pour renforcer leurs forces armées. Et ne doutons pas qu'une grande part de ces financements iront à des produits importés. Maintenant, nous parlons d'EDIP. EDIP n'est pas un programme pour l'urgence. EDIP, d'abord, est un programme bien plus échantillonnaire dans son financement, on y reviendra peut-être. 1,5 milliard d'euros, nous dit initialement la proposition de la Commission. Nous avons souhaité porter ce financement à 20 milliards. On reviendra sur la question technique de la manière dont il s'organise. Mais le fait est que 20 milliards, si on le compare aux 650 milliards de l'instrument de flexibilité, ou même aux 150 milliards de SAFE. Et si on le compare surtout aux engagements qui ont été pris il y a quelques jours dans le cadre de l'OTAN par les États de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN de porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB, nous parlons là pour le coup de milliers de milliards d'euros. 1,5 milliard d'euros, c'est très peu. 20 milliards, j'espère, resteront très peu. Donc dans tous les cas, il s'agit d'un programme qui est relativement minoritaire par rapport à l'ampleur de l'effort qui doit être consenti. Ce montant-là doit à tout le moins être engagé dans le sens du but qui lui est fixé. Le programme EDIP s'appelle Programme pour l'industrie européenne de défense. Et par conséquent, nous partageons parfaitement cet objectif qu'un programme qui s'appelle Programme pour l'industrie européenne de défense et qui va investir ses financements dans ce but et à cette fin doit aller à l'industrie européenne de défense. Et c'est la raison pour laquelle, avec
Raphaël Glucksmann, rapporteur pour la commission Sécurité Défense, moi-même rapporteur pour la commission de l'Industrie, nous avons porté avec nos collègues shadow rapporteurs dans nos commissions respectives, venus d'ailleurs, je tiens à le préciser, de nombreux pays européens différents, ayant des traditions et des cultures militaires et géopolitiques différentes. Nous avons porté ensemble cet objectif qui nous paraît déterminant de renforcer le texte initial de la Commission, qui était déjà relativement clair sur le but qu'il se fixait, renforcer ce texte initial de la Commission en portant de 65 à 70% les composants européens minimalement impliqués dans des produits qui seront financés dans le cadre des DIP, avec une méthode de calcul plus ambitieuse, mais aussi, et c'est je crois fondamental, en garantissant l'autorité de conception européenne de ces produits, et enfin, en imposant que ces produits ne soient soumis à aucune licence juridique extra-européenne du type ITAR. Le but est que ces financements fassent effet de levier et que demain, ces 20 milliards, j'espère, après-demain, dans le nouveau cadre financier pluriannuel, des montants plus substantiels encore, soient engagés pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est le but des DIP. L'urgence pour le réarmement dans l'immédiat de nos forces, elle sera traitée par ASAP, par EDIRPA, elle sera traitée par SAFE, elle sera traitée évidemment par les moyens nationaux que les États membres vont investir. EDIP a un autre objectif. Et je pense que le grand enjeu pour les Européens aujourd'hui, c'est d'arriver à penser cette temporalité. Il va falloir évidemment faire face, peut-être demain, peut-être après-demain, à des menaces territoriales très concrètes. Et ça suppose en effet que nous soyons capables d'acheter ce qui sera disponible pour faire face à la menace immédiate. Mais il va falloir pour le moyen terme, pour le long terme, ne plus rester sujet à cette dépendance dangereuse et dont les Européens ont pu toucher du doigt ces dernières semaines à quel point elle était un élément de fragilité structurelle pour la sécurité de tout le continent européen. Nous ne voulons en rien rompre le lien avec les États-Unis. Nous croyons que les États-Unis sont nos alliés et nous croyons que cette alliance qui a permis à nos pays de rester libres dans le passé sera un élément clé pour la protection de nos démocraties pour l'avenir face à la montée en puissance de puissances qui sont des compétiteurs globaux comme la Chine, comme la Russie, face à la réalité de cette concurrence qui est faite à nos modèles démocratiques. Nous avons tellement à défendre ensemble. Mais dire que les États-Unis sont nos alliés ne veut pas dire qu'ils soient nos suzerains et que nous soyons leurs vassaux. Et c'est de cette situation de dépendance toxique que nous avons aujourd'hui à sortir. Nous prenons au sérieux ce que nous disent d'ailleurs aujourd'hui nos partenaires américains. L'Europe ne peut plus être le passager clandestin de la défense américaine. Ceci est bien entendu, nous allons devoir investir plus. Le contribuable français, le contribuable européen va devoir faire plus pour financer la défense de nos pays et de notre continent. Mais faisons-le dans notre propre industrie. Et EDIP a pour but d'être l'effet de levier qui, à moyen terme, permettra précisément de renforcer cette ambition européenne. Voilà le but que nous nous sommes fixés dans la négociation de ce texte, et je veux le redire avec tout le Parlement européen dans une procédure d'urgence, montrant par là que nos parlements, vous le savez, sont prêts à faire face à l'urgence quand il s'agit précisément d'assumer des responsabilités aussi importantes. Je voudrais peut-être revenir rapidement sur la question du financement. Parmi les caps que nous avons fixés, il y avait celui de l'augmentation des budgets. EDIP a été conçu, je tiens à le dire, il y a maintenant 2 ans. EDIP a été publié il y a 1 an et demi par la Commission européenne, avant la réélection du président Trump, avant toutes les turbulences géopolitiques que nous avons connues au cours de ces derniers mois, avant la mise en œuvre de ce plan ReArm Europe, c'est comme ça que je préfère le présenter pour ma part, en effet. Et donc 1,5 milliard d'euros, c'était peu, il y a 1 an et demi. 1,5 milliard d'euros, aujourd'hui, c'est dérisoire. Donc il me paraît absolument impossible que nous puissions aboutir dans cette négociation avec un montant aussi faible. Tout industriel de défense sait très bien que ce montant-là serait en réalité parfaitement anecdotique. Donc il faut impérativement que nous puissions trouver un financement plus ambitieux. Et pour ce qui nous concerne, Parlement, nous nous sommes trouvés dans ce moment de la négociation dans une situation baroque, puisque nous sommes autorité budgétaire comme Parlement, mais nous n'avions pas tous les leviers pour agir sur les ressources potentiellement disponibles.
en utilisant un financement qui passerait par SAFE, alors que l'instrument SAFE n'était même pas encore conçu, nous avions conscience de mettre en œuvre ce que l'on pourrait qualifier de créativité juridique. Nous avons proposé une solution imaginative. Nous savions que ce ne serait sans doute pas la solution ultime qui serait retenue au terme de la négociation. Nous avons tout juste commencé les trilogues. Le premier trilogue a eu lieu lundi soir à Bruxelles. Et donc c'est le début de la discussion qui s'engage maintenant avec le Conseil et la Commission. Et de cette discussion, nous l'avons dit dès le trilogue d'ouverture, nous espérons pouvoir atterrir sur une solution qui permettra de mieux financer EDIP, que cela passe par SAFE ou par d'autres canaux. D'une certaine manière, cela nous est un peu indifférent. Le seul sujet est de ne pas détricoter des programmes qui sont nécessaires aux citoyens dans les pays européens au motif qu'il faut maintenant investir dans la défense. Et une piste que le Conseil a ouverte pour cela et qui nous paraît, suivant l'appel du Parlement, qui nous paraît tout à fait réaliste, serait d'utiliser les fonds non dépensés du RRF, le programme lancé pour la relance post-Covid, qui a conduit à la mobilisation de moyens très importants, mais qui n'ont pas tous été dépensés. Donc on aurait ici un levier potentiel extrêmement intéressant. Et je crois que c'est, en tous les cas, sur cette base assez intéressante que la discussion s'engage sur cette question précise. Pour le reste, la position du Conseil, je me permets de le dire en toute liberté, en toute franchise, nous sommes parlementaires et nous savons que le débat politique suppose de ne pas se cacher la vérité, même quand elle est parfois douloureuse. La position du Conseil nous paraît extrêmement décevante. Extrêmement décevante en ce sens que l'ambition initiale de la Commission que le Parlement proposait de renforcer est pour le coup fragilisé considérablement par ce que le Conseil propose, non pas tant qu'il renonce aux principes, je pense par exemple à la question de l'autorité de conception qui fait toujours partie du texte, mais qu'il y renonce par les dérogations qu'il ajoute aux principes et qui le vident de leur sens. Une dérogation pour les munitions pourrait peut-être s'entendre sur le papier quand on pense précisément à la dimension d'urgence que nous évoquions tout à l'heure. Mais une dérogation sur les missiles, avec la dimension technologique très forte que représente cet équipement, c'est d'une certaine manière abandonner le principe même de l'autorité de conception. Encore une fois, sur des munitions, l'autorité de conception n'a pas nécessairement la même dimension déterminante. Je ne veux pas dire par là que nous acceptions d'avance le principe de cette dérogation. Loin de là, au contraire. Je crois que toute dérogation pose un problème en ce sens qu'elle contribue à contourner l'objectif de ce programme. Mais le fait est que sur le sujet des missiles, il y a quelque chose qui est particulièrement me semble-t-il, indéfendable. Nous allons donc engager ce débat. Nous comprenons la nécessité de l'urgence, bien sûr. C'est la raison pour laquelle le Parlement a été fier et heureux de délivrer sa position avant que le Conseil ne soit en mesure de le faire. Nous avons montré par là que, comme les États membres, nous étions capables de prendre au sérieux cette urgence. Maintenant, l'urgence ne veut pas dire qu'il faille renoncer à l'ambition fondamentale du programme et nous n'accepterons aucun chantage au délai. Nous entendons aujourd'hui des voix autorisées nous dire il faut maintenant aller très vite et donc il faut vous ranger derrière la position du Conseil pour être certain que les choses soient vite arbitrées. Évidemment, il faut décider vite, mais le plus important, c'est d'abord de décider bien. Et je ne vois pas de contradiction pour ma part entre ces deux impératifs. Nous tiendrons la ligne que le Parlement nous a confiée comme rapporteur. Nous avons un mandat clair, nous avons un mandat fort et nous prendrons le temps qu'il faut pour faire en sorte que ce mandat puisse être entendu par les colégislateurs dans le cadre de ces négociations qui s'engagent aujourd'hui. Nous avons conscience de l'importance de l'enjeu. Le Sénat n'a cessé de le rappeler et je voudrais terminer en vous remerciant encore bien sûr de votre invitation ce matin, mais aussi en vous remerciant de tout le travail que vous faites. Vous évoquiez tous deux les déplacements que vous et tous les collègues qui sont ici pouvaient faire aujourd'hui dans différents pays européens. Ces déplacements sont précieux. Nous faisons le travail nécessaire pour faire entendre la voix de notre pays, mais aussi la voix de cet agenda européen aujourd'hui au Parlement. Mais nous avons vraiment besoin que la diplomatie parlementaire puisse apporter l'efficacité déterminante qu'elle peut avoir pour faire comprendre ses positions à nos collègues de différents États membres. Et le travail que vous faites en ce sens et les échanges que vous avez sont vraiment précieux pour nous. C'est par cet effort d'équipe que nous pourrons ensemble, j'en suis sûr, être à la hauteur du rendez-vous historique qui se dessine devant nous. Merci encore.
Merci. Dominique, peut-être, en tant que rapporteur sur cette question de la Commission des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas demandé la parole, mais je comptais la demander. Donc, vous anticipez mes désirs. Merci. Moi, je voudrais d'abord remercier François-Xavier Bellamy de sa présence, de son exposé clair et notamment le remercier avec son collègue Lussmann de s'être battu sur le 70%, sur l'autorité de conception et les facilités d'exportation. Notez, et c'est plus une réflexion qu'une question, mais notez que les facilités que la Commission accorde, les fameux 650 millions, si on sort les dépenses de défense engagées par la France, nous restons en France, en tous les cas, au-dessus des critères de stabilité. Et donc, c'est une offre intéressante pour les autres pays, mais malheureusement pas très opérante pour la France. Je voudrais revenir sur 2 points très rapidement. Premièrement, la Commission et le Conseil. Formellement, la Commission, c'est par le biais de la politique industrielle qu'elle s'intéresse à la BITD, puisqu'elle n'a pas de mandat en matière de défense. Et moi, j'ai toujours pensé que le Conseil devait plus s'impliquer sur ces questions-là. Et en vous entendant, je suis très inquiet, parce que j'ai vraiment le sentiment que le Conseil, sur ce dossier, non seulement ne s'implique pas, mais s'il s'implique, c'est plutôt à rebours des compétences qu'il devrait exercer. Et donc, je souhaitais vous entendre peut-être préciser la situation aujourd'hui. Deuxième question, et j'ai bien noté que les 21 milliards au regard, en gros, des 350 milliards que les pays européens, tout confondu, consacrent à leur défense, n'était pas l'épaisseur du trait, mais ce n'était pas forcément à ce stade totalement déterminant. Pour autant, moi je suis un peu inquiet de l'usine à gaz potentielle qu'on pourrait mettre en place en se disant que pour avancer, pour bénéficier de l'aide européenne, il faut 3 pays, il faut un certain nombre de critères. Il ne faudrait pas qu'en matière de défense, on réplique ce qu'on a pu connaître dans d'autres domaines. Je pense à l'énergie et à l'agriculture. Il y a tout de même urgence dans cette affaire. Il ne faudrait pas qu'on passe plus de temps à trouver le bon règlement qui va permettre à cette BITD européenne, en associant plusieurs pays, de se mettre en place, alors que nous disposons, en tous les cas pour la France, d'un certain nombre d'équipements en étagère, ou quasiment en étagère, et que l'objectif, c'est peut-être la coopération européenne, mais l'objectif, c'est d'abord de renforcer nos capacités et nos équipements et la disponibilité de ceux-ci. Merci beaucoup, cher Dominique Delège. Sur le lien entre Conseil et Commission, vous avez tout à fait raison de le dire. Je crois que ça doit, et on partage cette conviction que, évidemment, la défense reste une compétence des États membres. Et il ne s'agit pas en rien d'organiser un transfert de compétences qui ne dirait pas son nom. La Commission a une responsabilité sur les enjeux industriels, et c'est à ce titre-là que le programme EDIP se fonde. Ce que je constate malheureusement, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a plus d'ambition européenne du côté de la Commission que du côté du Conseil. Et donc, c'est peut-être le paradoxe de cette affaire. J'avoue qu'encore une fois, nous avons été surpris et déçus de la version que le Conseil a proposée de sa position sur EDIP. Déçu du contenu pour les raisons que j'évoquais, surpris que le Conseil l'ait validé alors qu'il n'y avait pas d'urgence en cela et que des États membres qui croient à la nécessité d'un agenda d'autonomie stratégique en Europe auraient eu le temps et les marges de manœuvre pour pouvoir imposer un travail plus approfondi qui aurait permis d'éviter notamment ces dérogations.
il est regrettable qu'aujourd'hui ce soit vers le Parlement qu'on renvoie pour faire seul le travail nécessaire pour remettre les choses à l'endroit d'une certaine manière. Bref, sur le deuxième aspect, vous évoquiez la question de la disponibilité des matériels, etc. Alors, pardon, sur la question, le risque de l'usine à gaz, je pense que le texte d'EDIP, et d'ailleurs les industriels avec lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger dans la préparation de cette position sont satisfaits des perspectives que ce texte dessine. Je ne crois pas qu'il y ait en tout cas, nous avons fait un travail majeur pour simplifier à tous les étages le fonctionnement du programme pour éviter la création de nouvelles autorités, de nouvelles organisations, pour mobiliser des structures déjà existantes et qui font la preuve de leur efficacité. Je pense à l'OCAR, par exemple, qui est une structure qui aujourd'hui donne pleine satisfaction en matière d'achat commun. Donc je ne crois pas qu'il y ait de risque particulier de ce point de vue-là. On n'a pas reparlé de l'omnibus sur la défense, mais ce sera un enjeu aussi très important parce qu'un des sujets les plus lourds aujourd'hui pour les industriels de défense, comme pour l'industrie en général, c'est le fait qu'ils sont toujours confrontés à des contraintes extrêmement complexes à gérer, en termes par exemple de délivrance de permis, en termes de mise en œuvre de déploiement industriel. Pour monter en puissance aujourd'hui, un industriel européen voit l'une de ses premières difficultés dans les freins qui lui sont imposés par le poids de la réglementation. On ne peut pas se permettre qu'il faille toujours 5 ans pour implanter une usine d'armement quelque part en Europe, et en particulier en France, je me permets de le dire, alors même que, vous le rappeliez, cher Pascal, on est aujourd'hui devant des situations d'urgence qui sont totalement incompatibles avec la lenteur de cet appareil bureaucratique. Donc voilà, dans EDIP, on a eu le souci vraiment d'aller à un maximum de simplicité. Sur la question de la disponibilité, c'est effectivement une objection qui nous est souvent faite. Il faut acheter ce qui est immédiatement disponible sur étagère. Et vous avez raison de le souligner. L'industrie européenne sait produire, elle sait monter en puissance, elle sait aller vite. Je repense à ce que nous disait ici même au Sénat au cours de journées d'études que j'ai organisées ici avec le groupe PPE. Et cher Jean-François, vous aviez eu la bienveillance de nous consacrer un moment. Je repense à ce que disait le dirigeant d'une très grande entreprise industrielle européenne qui nous disait mais nous sommes prêts, nous avons les moyens de faire. Ce qui compte, c'est que nous ayons la certitude de la volonté politique, la lisibilité nécessaire et les contrats. Et à partir de là, bien sûr que nous savons monter en puissance. Ça n'est pas toujours le cas de nos partenaires industriels à l'extérieur de l'Union européenne. Et l'argument qui nous est souvent opposé de il faut acheter sur étagère, il faut acheter ce qui est rapidement disponible et donc il faut acheter aux États-Unis, cet argument me semble très largement contrebalancé par les faits. Qu'on aille demander aujourd'hui à nos amis australiens ce qu'ils pensent de la disponibilité de l'industrie américaine en matière de sous-marins, qu'on aille demander à nos amis suisses ce qu'ils pensent de la fiabilité des commandes américaines en matière de F-35. Voilà, il faut se garder de croire que l'industrie américaine produise immédiatement et à loisir et qu'elle dispose de tout sur étagère. Et pour le reste, il faut se garder de croire que les États-Unis ne soient pas non plus un pays souverain et qui a des intérêts et qui priorise la délivrance des commandes en fonction de ses propres intérêts. Et c'est parfaitement compréhensible aux Européens maintenant d'assumer leurs propres responsabilités. Merci Président et merci cher Pascal d'avoir initié cette audition fort intéressante et merci à notre eurodéputé d'être parmi nous ce matin. Monsieur le député, vous avez dans vos propos liminaires posé, j'ai envie de dire, planté le décor. Vous avez parlé des États-Unis en termes de suzerain. Ce n'est pas un mot neutre, sous-entendant qu'évidemment l'Europe, l'Union européenne n'était au fond qu'un vassal de cet État suzerain qui évidemment privilégie ses propres intérêts avant ceux qui pourraient être les nôtres, ceux des États membres. Vous avez également très bien expliqué quel était le sens que vous donniez en réalité au renforcement du programme industriel européen pour la défense, et je crois que c'est très important de l'entendre. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, 20 milliards, au rapport de tous les autres chiffres. Évidemment, ça peut paraître peu significatif. Toutefois, je pense que ça aborde un sujet éminemment stratégique pour nous, Européens, c'est-à-dire sur le long terme.
Et je voulais vous poser une question très basique. En réalité, qui sont nos alliés dans cette affaire-là ? Je parle des États membres. Quels sont les États européens qui ont cette conscience en réalité d'une stratégie au long cours qu'il faut que l'on commence à bâtir de manière très consciente et non pas par petits bouts et voilà, se poser la question est-ce que j'achète chez un tel, etc. À cause évidemment de la situation géopolitique prégnante et aussi sur ce côté que vous avez très bien décrit, sentiment d'urgence qu'il peut y avoir par moment dans les décisions. Comment concilier cela et quels sont les autres États membres qui, j'ai envie de dire, ont également cette approche-là plutôt stratégique en fait? Merci. Merci à vous. C'était effectivement une question importante. Je dirais que le paysage a totalement changé en quelques mois et j'ai pu le constater comme rapporteur. Avant la dernière élection présidentielle américaine, j'échangeais avec la plupart des gouvernements européens sur la question du programme EDIP et je peux vous assurer que l'idée qu'on devait mettre de l'argent européen pour un programme qui s'appelle Programme pour l'industrie de défense européenne dans l'industrie de défense européenne, cette idée était particulièrement contre-intuitive et totalement minoritaire. Les choses ont changé de manière très très massive depuis quelques mois. Je ne veux pas faire état de conversations personnelles parce que ce n'est pas forcément le lieu, mais si vous prenez voilà, le discours que je pouvais entendre dans les échanges que j'avais avec le gouvernement danois, ne prenons que cet exemple puisqu'ils prennent aujourd'hui la présidence du Conseil, donc c'est un gouvernement qui va avoir un rôle particulièrement important dans la négociation des trilogues. C'était très difficile de réussir à trouver une forme de position commune ou de compréhension même de nos positions respectives il y a encore quelques mois. Voilà, depuis que le président Trump est arrivé à la Maison-Blanche avec le discours très clair qu'il a tenu sur la nécessité pour les Européens de sortir de cette dépendance. Et quand je parlais de suzerain, je me permets d'y revenir parce que vous évoquiez ce mot. Je ne voulais pas désigner par là une faute de la part des États-Unis. Je crois que nous avons notre responsabilité, d'ailleurs y compris nous, Français, d'une certaine manière, dans la sieste stratégique dans laquelle l'Europe avait pu tomber. Donc effectivement, je comprends le discours de nos partenaires américains lorsqu'ils nous disent, voilà, nous faisons le travail d'assurer votre défense et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre tous les moyens que vous ne dépensez pas dans vos systèmes de sécurité sociale quand l'ouvrier américain, lui, doit se payer son assurance privée avec laquelle il est très mal remboursé au moment où il est malade. J'ai été frappé à mon dernier déplacement à Washington de voir à quel point la question de la dépense sociale revenait en permanence comme un élément très conflictuel dans la discussion. Et finalement, on voit bien là que Dominique de Legge faisait allusion à l'état de nos finances publiques. Il y a un débat global sur la manière dont l'Europe et la France vont pouvoir assumer ce devoir de souveraineté pour nos nations qui se dessine à nouveau d'une manière extrêmement concrète. Toujours est-il que pour un pays comme le Danemark, ce discours a été marquant, bien sûr, mais aussi les manœuvres actuelles visant le Groenland. Et d'un seul coup, voilà, on a senti une prise de conscience extrêmement forte. Et aujourd'hui, nous travaillons en très bonne intelligence avec cet État membre. Donc, voilà, je dirais que ces provocations de la nouvelle administration américaine visant le Groenland auront été des moments de réveil particulièrement brutal. Et pour le dire d'une manière assez claire et répondre ainsi à votre question, nous avons des alliés en Europe, nous avons des États membres qui travaillent avec nous et qui sont prêts à travailler en bonne intelligence. Au Parlement, nous avons des alliés de nombreux pays européens et contrairement à ce que j'ai pu entendre parfois, nous n'avons pas porté avec Raphaël Glucksmann une position qui ne serait que celle de notre pays, c'est celle des parlementaires de tous les bords et de pays différents avec lesquels nous avons travaillé. Donc nous avons des alliés, mais notre principal allié, ne nous le cachons pas sur ce sujet, est à la Maison-Blanche et c'est le président des États-Unis. Et si nous arrivons à faire atterrir un texte ambitieux, je ne manquerai pas d'envoyer une caisse de champagne à la Maison-Blanche en espérant qu'elle ne soit pas taxée à l'entrée.
CFP, ouais, exactement. Et donc en fait ma question était celle du financement, parce que quand on a auditionné le commissaire Séraphine, j'avoue que je suis sortie de l'audition en n'ayant pas bien compris qui allait financer l'effort de défense entre les budgets nationaux ou le budget de la Commission, puisqu'on a navigué toujours entre deux eaux, entre d'une part la volonté de redéfinir et de conforter la défense européenne, et en même temps en entendant un message que la politique de défense doit être portée par les États. Donc où se situe la ligne de partage ? Bon, le CFP est en pleine discussion, et je me permets d'ailleurs par parenthèse de dire à quel point nous avons aussi besoin de votre concours sur cet enjeu déterminant, et je sais que à travers vous, chère Christine Lavarde, nous avons la chance d'avoir en effet une grande spécialiste des enjeux budgétaires. On a vraiment besoin que la France se fasse entendre à travers ses parlementaires dans la négociation de ce texte dont l'enjeu sera déterminant. Merveilleux, merveilleux. Réécrivez, c'est le moment. Oui, bien sûr, mais je sais à quel point vous êtes impliqué, je sais que vous avez pu échanger avec le commissaire en charge, mais là on est vraiment dans le, pardon de le dire en jargon bruxellois, mais on est vraiment, c'est le cas de le dire, dans le money time là, parce que c'est vraiment maintenant que les choses sont en train de se négocier. Je crois, pour répondre à votre question de manière très claire, c'est effectivement les États membres qui garderont le premier engagement en termes de financement de la défense. Même la totalité du budget européen, si par hypothèse on décidait d'en faire 100% de budget consacré à la défense, n'équivaudrait pas à l'effort nécessaire pour monter pour chaque pays à 5% du PIB en matière de dépenses de défense. Donc voilà, je crois qu'il faut être lucide sur le fait que les États membres vont garder l'essentiel de cette charge, ce qui est convergent avec le fait que les États membres restent compétents en matière de défense. Ce n'est pas la Commission européenne qui demain va porter, je ne crois pas du tout à toutes les fictions d'une armée européenne, voilà, il suffit de voir la diversité, et c'est ce qui fait la beauté de l'Europe, la diversité de nos lectures géopolitiques du monde, la diversité de notre relation avec les menaces potentielles, avec les alliances potentielles, et tout cela est absolument indispensable pour la protection globale du continent européen. Je crois qu'il faut se garder de l'idée que l'Europe sera mieux défendue quand on confondra l'union avec l'uniformité. Donc les États membres vont rester en première ligne, et ils resteront aussi budgétairement en première ligne. Maintenant, il faut s'attendre à ce que le CFP consacre des moyens beaucoup plus importants que par le passé à des enjeux qui sont soit de défense, soit liés à la défense par un double usage. Je pense notamment à la question de l'espace, question absolument déterminante. Et là, on a besoin, bien sûr, que l'Europe soit ambitieuse dans sa politique spatiale. Il y a un enjeu civil et un enjeu de technologie et d'industrie civile, mais il y a un enjeu dual, puisque, comme vous le savez très bien, l'espace est de plus en plus militarisé, de plus en plus un enjeu militaire et de défense, et la souveraineté des pays européens se jouera aussi dans l'espace, et donc il faut que l'Europe en prenne toute la mesure. Oui, je voudrais tout d'abord remercier François-Xavier de ses réponses parfaitement claires à nos questions, et lui redire que je crois que par rapport aux analyses qu'on peut nous mener ici, on est assez cohérent sur l'ensemble, et c'est vrai qu'on préfère parler de la défense de l'Europe plutôt que de l'Europe de la défense. Ça, je crois que les choses sont claires sur le sujet. Je le dis d'autant plus facilement qu'il y a l'Europe au sens des institutions, mais il y a la géographie, et je pense à la Grande-Bretagne, je pense à la Norvège, et on pourrait y ajouter encore quelques autres pays. On ne pourra pas avancer dans ces débats, que ce soit sur les problématiques de défense comme sur les problématiques d'industrie de défense, sans avoir présent à l'esprit ce périmètre élargi, qui de toute façon correspond déjà à des coopérations. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les coopérations entre pays européens existent, et c'est une bonne chose, que les coopérations entre industriels de différents pays européens existent déjà, et c'est une bonne chose, même si selon les pays,
et en fonction de la culture et de l'approche des pays, les choses se font de manière assez différente. Mais enfin, quand on regarde les travaux actuels de Dassault Aviation sur un futur avion et son drone de combat, ça se fait avec d'autres pays européens. Quand on regarde KNDS sur son futur char, c'est exactement la même chose, et tant mieux. Donc là, je dirais que l'UE, je dirais, vienne en appui budgétairement, apporte des facilités et des moyens supplémentaires. Ça ne peut être que le bienvenu, et que les chefs d'État, après tout, de gouvernement, quand ils se retrouvent au sein du Conseil, évoquent les situations géopolitiques et les tensions avec tel ou tel autre pays, ça me semble être pour le moins bien nécessaire. Et je terminerai sur la problématique des États-Unis. J'ai rendu il y a quelque temps pour la Commission des Affaires étrangères et de la Défense un rapport sur la politique étrangère des États-Unis. Et en fait, alors c'était la période, bien évidemment, avant le second mandat Trump. Bon, mais en fait, je crois que un certain nombre de pays européens n'ont probablement pas voulu entendre à partir de 2008 le message d'Obama, et que malheureusement aussi, d'un double titre, le conflit en Ukraine, a créé une certaine diversion dans ce message américain, et heureusement qu'il y a eu cette diversion et qu'il y a eu leur engagement par rapport à la nature du conflit, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que les États-Unis, au sens large, c'est pas tel ou tel président, mais que les États-Unis nous alertent sur la nécessité que nous aurons un jour ou l'autre à prendre nos propres responsabilités à l'échelle européenne. Et alors après, la façon dont le président Trump le dit, voilà, c'est du Trump, mais sur le fond, le message est exactement le même. Alors on n'avait pas parlé effectivement de vassaux, on l'avait pas exprimé, ou de suzerains, on l'avait pas exprimé comme ça, mais on avait baptisé le rapport amis, alliés, mais pas alignés. Et je crois qu'il faut tenir ce cap-là, parce que on ne s'en sortira pas, et nous avons besoin, à l'échelle des autres pays européens, d'emporter la conviction sur ce sujet-là. C'est une question de bon sens, et je partage l'analyse. Le président Trump, mais n'importe quel président des États-Unis sur ce sujet-là, sera notre meilleur allié, parce que la problématique du pivot asiatique, elle est réelle. La France est concernée au premier degré aussi, avec tout son espace économique, qui est quand même le deuxième à l'échelle mondiale. Et là, pour le coup, on a de réels trous dans la raquette pour assurer notre souveraineté sur l'ensemble de ce périmètre. Et l'aspect asiatique nous concerne au premier plan. Donc là, il y a vraiment une cohérence de la position, et il faut la tenir. Maintenant, on est un peu plus inquiet sur effectivement le rythme de passation des commandes. On était inquiet sur le financement, on l'est toujours un peu. Là, au niveau français, il y a quand même un peu de retard qui est pris, même si le ministre qui planchait devant la commission cette semaine s'en défend. Là, il y a une position à tenir qui est quand même un peu plus sérieuse, parce que pour le coup, au-delà des discours, dans le concret, les unités attendent leurs moyens et les industriels attendent leurs commandes. Je m'associe bien sûr aux propos de Pascal pour te remercier, François-Xavier, d'avoir passé un moment avec nous. Je reviens juste sur 3 points. Le CFP, sans empiéter sur les travaux sérieux et précis de Christine, pour dire que on a un vrai sujet, en tout cas qui peut être transformé en sujet politique, c'est celui de la contribution des États à l'Union. On sait très bien qu'elle augmente mécaniquement, et là on ne peut pas y faire grand-chose, mais elle ne devrait pas être la variable d'ajustement demain d'un CFP qui serait très ambitieux, et on le souhaite qu'il soit ambitieux. Et je pense que vous, Parlement européen, vous avez sûrement le devoir et la responsabilité probablement d'activer
la mise en place des ressources propres de l'Union européenne, qui devra, je le pense, demain avoir ses propres ressources propres, sans entrer finalement dans une phase de forme de fédéralisme qui serait sous-entendue par cette capacité d'avoir un abondement budgétaire sur son propre budget, enfin sur sa propre fiscalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'espace. Oui, on a conscience que c'est un enjeu. Moi, je travaille ces questions-là depuis que je suis au Sénat, même avant. Je sais que Christine le fait aussi. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées le fait aussi. On a un groupe de travail sur l'espace ici. J'ai mené plusieurs travaux de recherche dans le cadre du budget sur la recherche sur l'espace. Moi, ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est la multiplicité des acteurs, c'est-à-dire l'ESA, la Commission, nous-mêmes notre propre agence, qui est quand même une agence historique forte, et on sent très bien qu'il y a un malaise. Donc si on veut progresser, moi je pense, je ne suis pas contre le fait que la Commission prenne son plein envol sur le sujet, mais il va falloir régler ce malaise qui est, à mon sens, très péjoratif pour le développement des capacités spatiales européennes pour le futur. Et puis le troisième point, c'est celui qu'a évoqué Pascal sur notre capacité européenne à être présent sur tous les océans. Mais moi, on y est présent sur tous les océans. Et là, la France a un devoir fondamental de défense de ses capacités ultramarines. Nous avons aujourd'hui, je le dis souvent comme ça, un porte-avions sur chaque mer et sur chaque océan, au travers notre défense territoriale des Outre-mer. On s'attache à le défendre à chaque réunion interparlementaire. Encore récemment, avec le président Larcher en Pologne, je l'accompagnais. C'est vrai que quand on prend ce discours face à des Allemands ou des Polonais, c'est compliqué, ils ont du mal à comprendre. Mais quand on va sous l'aspect plus stratégique d'autonomie en ce moment, puisque c'est le terme à la mode, d'autonomie stratégique, on a réellement la capacité d'un porte-avions sans le construire sur toutes les mers du monde. Et ça, il faut vraiment le défendre. On a emmené récemment une délégation de la délégation Outre-mer du Sénat rencontrer les autorités de la Commission. Ça s'est organisé sur une journée à Bruxelles, mais je crois qu'il faut vraiment défendre ce sujet. Je sais que notre représentation permanente le fait à chaque moment, en tout cas désormais à chaque texte de la Commission pour intégrer la dimension ultramarine. Mais je crois que là, on a un vrai enjeu d'autonomie stratégique au travers ces territoires, qui ne sont pas que français d'ailleurs, mais en majorité française. Non, je vous remercie encore et vous dire que sur ces différents sujets que vous avez évoqués, on pourrait revenir plus longuement, mais effectivement, je partage ce que disait Pascal Alizard à l'instant, qui me paraît déterminant. Le sujet, c'est aussi maintenant quel est le sérieux et la cohérence, y compris de notre pays, quand il défend cet agenda de souveraineté. Sur la question de l'espace, on a un enjeu majeur de compétitivité. Ça fait trop longtemps qu'on prétend avoir une ambition spatiale et qu'on a une ambition spatiale tout en imposant à nos acteurs des systèmes de retour géographique, par exemple, qui me paraissent totalement datés et qui détruisent la compétitivité de nos meilleures pépites. Sur le sujet des Outre-mer, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La menace, elle est aujourd'hui plurielle. Et là encore, je suis parfois frappé de la faiblesse de la réaction que nous avons. Alors, la question du débat qui se déroule en ce moment même sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est un sujet qui doit évidemment faire l'objet d'une conversation très, très large. Mais indépendamment de toutes les positions que qui que ce soit peut avoir sur cette question, je ne me fais toujours pas à l'idée que la France soit si passive lorsqu'elle subit les menées d'un pays comme l'Azerbaïdjan qui organise à Nouméa, depuis Bakou, un colloque sur, je cite, la décolonisation des Outre-mer français. C'est une attaque contre notre intégrité territoriale, c'est une attaque contre ce que vous avez très bien rappelé,
des positions qui sont absolument stratégiques. Et encore une fois, dans le débat démocratique en France, des positions divergentes s'expriment, c'est une chose. Que des menées séparatistes soient soutenues par des États étrangers devrait appeler de notre part, à l'échelle française comme à l'échelle européenne, des sanctions immédiates et d'une brutalité qui suffisent à dissuader toute espèce de tentative future. Or, pour ma part, bien qu'ayant tiré depuis longtemps la sonnette d'alarme, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai toujours rien vu sur ce terrain. Donc la question, c'est aussi quelle est notre cohérence. Et enfin, je terminerai par le fait que la souveraineté, c'est un enjeu global. Et de ce point de vue-là, la question de la crédibilité européenne, la question de la crédibilité française en Europe est aussi profondément affectée par la trajectoire de nos finances publiques, qui évidemment est un élément de fragilité majeure, y compris du point de vue de notre préoccupation pour l'autonomie stratégique. Donc voilà, c'est un enjeu global. Pour le reste, on est dans un moment qui est plein d'opportunités aussi, il faut le regarder comme ça. Le débat européen a plus évolué sur ces questions-là dans les derniers mois que dans les 20 années précédentes. Donc c'est une chance. Et c'est une chance parce que ce sont nos positions qui sont aujourd'hui en train d'être, vous le disiez, cher Pascal, nous avons manifestement de grandes convergences de vues sur ce sujet, comme sur bien d'autres. Ce sont ces positions qui sont aujourd'hui en train de trouver un écho à l'échelle européenne. Je me permets de dire que l'enjeu pour nous, c'est de ne pas manquer ce rendez-vous. Notre industrie de défense est la deuxième en termes d'exportation l'an dernier. Elle a évidemment un rôle majeur à jouer dans le moment qui s'engage. Il faut qu'elle puisse jouer ce moment européen avec une vraie compréhension des enjeux, avec un engagement complet. Et je suis frappé de ce que bien souvent, lorsque je suis à Bruxelles ou à Strasbourg, beaucoup de nos partenaires regardent ce moment comme étant potentiellement vraiment un moment français. Je fais 1h15 de train, j'arrive ici et j'entends parfois des acteurs français me dire « Oh là là, mais que fait l'Europe, que se passe-t-il » et freiner des quatre fers. Je pense qu'il faut qu'on mesure notre place dans le rendez-vous qui se dessine pour toute l'Europe. Et le paradoxe désolant serait que nous manquions ce rendez-vous faute d'en avoir vraiment compris la signification profonde. Ce n'est pas évidemment le cas du Sénat. J'ai été très heureux de pouvoir partager ce dialogue ce matin encore. Mais c'est un message que nous devons pouvoir faire passer aussi dans notre propre pays dans les semaines qui se présentent. Merci encore infiniment.